Le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron. Merci d'être avec nous parce que la période est tourmentée, évidemment. On va parler recrutement, évidemment, vos difficultés en termes de recrutement, mais commençons immédiatement par des sujets concrets qui impactent directement le secteur du bâtiment, cette crise en Ukraine. Il y a un double effet qui est évidemment difficile à gérer. Je pense notamment aux artisans, je pense aux entreprises du BTP. Presque un doublement du prix du gazole, évidemment ça c'est compliqué, et en plus, et tout ça avait démarré pendant la crise Covid, c'est pas que la crise ukrainienne, un enchérissement des prix des matières premières, de l'acier plus 90%, de l'ensemble des matières premières quand on fait un immeuble. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous dites aujourd'hui, il y avait le président du MEDEF qui était sur une chaîne concurrente hier, qui dit il va peut-être falloir repasser à du chômage partiel, à des aides. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là aujourd'hui? Bonjour. D'abord, bonjour. Bonjour. Oui, on est sur cette ligne-là. C'est vrai qu'après avoir subi deux crises majeures, le Covid, la pandémie, et l'année dernière, vous venez de le dire, la hausse subite des matériaux de jusqu'à 90% l'acier, mais je pourrais dire 200-300% au niveau du bois. L'aluminium, j'oublie, pour les structures. Voilà, tout. On peut y aller, on peut même mettre la peinture à plus 35% l'année dernière. Ensuite, en début d'hiver, au mois d'octobre, on a vécu la crise de l'énergie aussi. Puisque, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une surchauffe de l'économie mondiale, tout le monde a bien relancé, tout le monde a bien repris. C'était pas encore la crise ukrainienne, hein, c'était déjà là. Je n'y suis toujours pas. On n'y est pas là. Je suis pas 15 jours en avant. Je veux dire, là-dessus, déjà, les entreprises fragilisées. Aujourd'hui, la troisième lame, c'est quoi? C'est ça. On remet exactement les mêmes problèmes qu'il y a un an. La crise de l'énergie. On sait très bien ce qui se passe, le gaz russe, etc. Mais tout est indexé sur le gaz, même l'électricité en France, vous le savez. Donc là-dessus, oui. Crise de l'énergie, l'essence pour nos salariés, pour nos entreprises. 80% de vos salariés et des salariés viennent en voiture. Hein. Et évident, et pour nos entreprises aussi, parce qu'on se déplace et on utilise beaucoup d'essence. Ça dépend des secteurs, mais en tout cas beaucoup. Mais la crise de l'énergie, elle est bien plus grave. Elle est pour nos fournisseurs, pour nos producteurs. Parce qu'aujourd'hui, l'acier, effectivement, on parle plutôt de pénurie, mais la première crise, c'est l'énergie. Pourquoi ? Pour chauffer des tuiles, pour chauffer des briques, pour chauffer du carrelage. Donc il y a une explosion des prix au niveau de ces produits-là, j'allais dire basiques. Et la pénurie, et là c'est encore plus important, c'est tout ce qui est acier, donc treillis soudé, pour faire du béton armé, évidemment. Pour faire un bâtiment. Quand on met les structures du bâtiment. Pour faire un plancher, quand on a 2-3 planchers. Pour faire un pilier. Une colonne, on est obligé de fermer. Donc tout ça venait beaucoup aussi, Russie, Ukraine, en passant par certains pays européens. Un gros fournisseur d'acier, l'Ukraine. Et aujourd'hui, on a de grosses tensions, non seulement sur le prix, mais aussi des pénuries qui sont peut-être annoncées à 3 semaines. Donc, vous voyez, les stocks étant plus que réduits aujourd'hui, l'économie mondiale est un petit peu comme ça. Donc, le problème risque d'arriver avant la fin du mois d'avril. Avant de parler des collaborateurs et des entreprises, parce que vous craignez des problèmes de trésorerie, les carnets de commandes étaient très hauts, on va y revenir, parce que les artisans, les entreprises du BTP tournaient à plein régime. Est-ce que vous avez des rencontres avec le gouvernement, avec Elisabeth Borne? Est-ce que vous êtes en train de structurer, je dirais, un discours commun avec d'autres secteurs pour dire il va être très urgent de nous aider? Bien sûr. Alors déjà, ça fait 2 ans, moi, à chaque fois, je fais le tour, évidemment, des gouvernants, puisque le bâtiment, le logement, la rénovation énergétique, c'est encore une variable d'ajustement et pas considérée par tout le monde comme une force économique qui peut monter jusqu'à 7, 8, 9, 10% du PIB. Ouais. Et si je compte les industriels de la filière construction, on est à 15 ou 20 ou plus. Voilà. J'aimerais bien entendre... Alors, je fais une aparté, j'aimerais bien entendre dans la bouche de tous les candidats à l'élection présidentielle que le bâtiment est une force économique, comme l'est évidemment l'agriculture, comme l'est l'industrie, les services, etc. Vous avez l'impression d'être un peu oublié? On l'a beaucoup dit, alors à force de le dire, on y pense. Quand je regarde les débats des candidats à la présidentielle, ils n'ont pas tous ce mot-là. On parle beaucoup, et heureusement, de construire plus durable,
Ça, c'est clair, on sait le faire, avec des matériaux biosourcés. Je fais une parenthèse, mais vous avez été un peu agacé par les réglementations 2020 qui créent des surcoûts et qui, par ailleurs, pour des raisons écologiques, créent des surcoûts, pas toujours d'ailleurs répercutables sur le client. Et imposer des choses techniques quand on n'est pas, écouté pendant des mois et des mois avec nos calculs à nous qui se sont avérés justes, oui, c'est un petit peu agaçant, mais on a réussi à avoir 6 mois de plus pour se mettre en phase au niveau des chiffres et des nombres avec le gouvernement. Et là, on y va. Mais c'est pareil, hein, on a 300 000 personnes à reformer, à réorienter dans nos structures. Mais ce qu'on savait faire il y a 20 ans, c'est plus. Mais on va y arriver parce que le bâtiment l'a montré, le bâtiment le montre encore. Voilà, on est agile. La crise, finalement, le secteur du bâtiment l'a passé peut-être avec les secteurs les plus aisés, les plus faciles, le plus facilement. Je leur dis, Olivier Saleron, c'est intéressant quand même d'entendre ce paradoxe. On évoque des risques de pénurie, c'est ce que vous évoquez à 3 semaines, donc c'est quand même demain. Et en même temps, les carnets de commandes, il suffit d'essayer de contacter un artisan pour des travaux, il vous dit, écoutez, ça sera 2023, peut-être fin 2023. C'est-à-dire que les carnets de commandes étaient pleins ras-bord. Ouais, alors il ne faut pas aller jusque-là parce que J'exagère ou pas? Oui. Ah, j'exagère un peu. Vous avez beaucoup. La moyenne des artisans, c'est plutôt à peu près 4-5 mois qui est un bon carnet de commandes. Et les entreprises, allez, un peu plus structurées, c'est de 9 à 10-12 mois en moyenne. Ce qui est très bien parce que, oui, franchement, c'est le niveau haut des 30 dernières années, donc c'est excellent. Et heureusement qu'il y a du marché, parce que vu tout ce qu'on a vécu comme barrières les unes après les autres qu'il a fallu enjamber, le Covid, la crise des matériaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, les crises de l'énergie et maintenant la crise ukrainienne, oui, il faut que justement les entreprises aient du marché pour pouvoir avancer. Mais attention... Là, il y avait du marché. La croissance, vous avez vu, la Banque de France n'arrive pas encore à trancher sur les deux estimations, 2,8 ou 3,4. Ça baisse, mais avec l'option 2,8, c'est une croissance finalement qui se ralentit plus rapidement qu'imaginé. Crise ukrainienne arrivant évidemment. Bien sûr, de toute manière, on pensait nous rattraper l'année 2019, là au premier semestre 2022. Ça va être compliqué. Je ne dis pas que ça va être raté. J'espère, moi, comme tout le monde, que la guerre en Ukraine s'arrête ce soir, évidemment. On l'espère tous, ouais. On réussira à pallier tous les problèmes qu'il y a pu y avoir. Et puis peut-être qu'aussi le continent européen, la France en particulier, va trouver des solutions alternatives pour la fourniture. D'autres sourcing, ouais, forcément. Reproduire en France, certes, mais aussi d'autres sourcing avec des pays voisins. Plus cher, disons. Ouais, plus cher, mais plutôt fiable. Plus fiable aussi. Donc je crois que ça sera malheureusement une leçon aussi pour l'avenir. Quoi qu'il se passe au niveau de la guerre ukrainienne, mais évidemment, on veut que ça, pour l'économie et pour l'humanité, vraiment, on espère que ça s'arrête très vite. Une double question technique qui concerne à la fois les entreprises, mais aussi les citoyens, qui sont d'ailleurs des salariés. Est-ce que vos entrepreneurs du réseau FFB disent on n'a plus le choix, il faudra à minima augmenter de plus 20, de plus 15 les factures, puisque de toute façon, on a des surcoûts colossaux. Vous en êtes où là sur cette question-là? Parce que ça revient à dire au gouvernement, aidez-nous, parce que si vous ne nous aidez pas, c'est plus 20, c'est plus 30 sur la facture. Enfin, je veux dire, c'est un sujet quand même. Bien sûr. Alors, aidez-nous à voter des lois qui nous permettent de vendre, ou en tout cas de revaloriser nos prix en cours de chantier. Ça s'appelle chez nous les indices du bâtiment. Ça permet qu'une fois que les matières premières sont en croissance très forte, on puisse aussi donner la facture finale. Alors que ce soit un acheteur public, que ce soit les collectivités locales, les mairies, les communautés de communes, etc., mais aussi tout ce qui est bailleurs sociaux, les gens qui font des logements, et à terme, les particuliers et le privé. Vous savez, quand un artisan de chez nous, un entrepreneur, va voir son client, lui dit, écoutez, vous m'avez signé le devis il y a 3 mois, ma chaudière a augmenté de 18%, écoutez, je ne peux pas vous faire les travaux, ça va être compliqué, est-ce qu'on peut regarder? Et on fait un pas l'un vers l'autre. Moyennant une documentation précise, eh bien, nos clients le comprennent. Le client regarde les émissions, bien sûr. Non pas spécialisées aussi, mais toutes les émissions. Et on voit bien que depuis 1 an, au niveau de l'augmentation des prix, eh bien, voilà, c'est vraiment la catastrophe. On va parler du recrutement parce que ça, c'est un sujet sensible, parce que indépendamment de cette crise, je leur dis, les carnets de commandes étaient hauts et la pénurie de recrutement était là. Mais juste un mot et un dernier sur la situation de vos entreprises. Elles sont vraiment touchées de plein fouet, on vient de l'évoquer sur les hausses de prix, carburant, énergie, matières premières, et au même moment, mars 2022, il faut commencer à payer les PGE. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement aujourd'hui? Alors nous, on a été toujours clair, les PGE,
d'autant plus au niveau du bâtiment par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière, et donc renchéri avec cette crise ukrainienne, cette guerre en Ukraine, il faut les prolonger. Nous, on n'a pas le choix. Alors, là, vous n'avez pas le choix, là. Non, parce que ça met en péril les entreprises. Là. Bruno Le Maire vendredi après-midi. Hier matin, j'étais à Matignon. Ce matin, j'étais à Bercy avec tous les ministères. Qu'est-ce qu'on vous répond ? On me dit, par rapport à toutes les propositions de la FFB, Monsieur le Président, il y en a peut-être une qui va être difficile à tenir, c'est la baisse de TVA sur tout ce qui est essence, etc. Mais le reste, vous allez être enfin prévu dans ce plan de résilience. On ne parlait pas du bâtiment il y a encore 15 jours. Vous n'étiez pas dans la liste. J'espère qu'on va en parler, on me l'a promis demain, donc on va regarder ça. Donc dans une sorte de quoi qu'il en coûte deux ? C'est pas quoi qu'il en coûte, parce que nous, ce que l'on demande, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites pour le gouvernement. Il y a des choses qui... le PGE, vous le repoussez quoi ? D'un an ? Ça coûte quoi ? La garantie. Mais est-ce que, quelque part, toutes les entreprises qui vont prolonger le PGE vont fondre les plombs ? Non. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. On demande des choses très simples. La réactivation des cellules de crise spéciales BTP dans tous les départements gérés par le préfet. C'est gratuit. Eh bien, il faut le faire. Consiste en quoi, d'ailleurs, la cellule de crise ? Fluidifier tous les acteurs économiques autour du BTP, la filière, la construction, en amont, les producteurs, les distributeurs, les entreprises, et ensuite les clients ou les maîtres d'ouvrage. Voilà, toutes ces fluidifications qui ont eu lieu l'année 2020 post-Covid ont fonctionné et ont, je vous dis, et ont préservé des entreprises par centaines, par milliers. Toutes ces choses-là, il faut les refaire. Et les PGE, il faut les prolonger. Un dernier mot sur les entreprises. Pour l'instant, vous avez, j'imagine, des capteurs partout en France. La Fédération française du bâtiment est partout en France. Vous avez des indicateurs de mauvaise santé d'entreprise où vos membres disent on va courber les chines et ça passe. Par rapport à tout ce qu'on a demandé en 2020 et malgré l'arrêt d'un mois et demi de production, moins 15%, les entreprises s'en sont bien sorties. On a eu les mesures qui ont été données, chômage partiel, etc. Chômage partiel que l'on redemande éventuellement. Ah là, vous le redemandez, c'était ma question. Alors, bien sûr, avec l'éventuel toujours. S'il y a des pénuries sur chantier, le chantier est arrêté. De tuiles, de béton armé, donc on ne peut pas faire de bâtiment. Si c'est une raison fiable, certaine... Donc là, chômage partiel. Évidemment, pris à 100%. Pris en charge par le gouvernement. Pris à 100%. Ça a été validé auprès Non, c'est pas validé. On est d'accord, vous le demandez. On le demande. Et nous, c'est toujours éventuel. On ne demande pas quelque chose si on n'est pas au fond du trou, au fond de la piscine. Ce que l'on veut, nous, c'est prévoir. Si jamais il se passe des choses que l'on peut... Ça va arriver, hein. Eh bien, j'espère que non. J'espère que tout va... en tout cas, que cette crise va s'atténuer et qu'on va trouver des alternatives. Et ça, c'est le plus important. Vous voyez, nos demandes ne sont pas extrêmement coûteuses pour le budget de la France, comme le Caribac. Le Caribac, c'est remboursé immédiatement des acomptes d'impôts sociétés que l'on a payés à N-1. Alors, c'est vrai que l'État les a encaissés, qu'il faut qu'il les décaisse. Mais c'est l'argent des entreprises. Évidemment. C'est le dû. Donc, au lieu de les lisser sur les 2-3 prochaines années, on demande qu'ils soient payés tout de suite. C'est l'argent des entreprises. Donc là-dessus, on est bien clair. On ne demande rien, on ne fait pas l'aumône ni autre chose. En tout cas, pas de réponse pour l'instant sur tous les sujets. Non. Encore que pour la question du PGE, vous nous confirmez que le gouvernement réfléchit à le repousser un peu plus encore. J'ai l'impression que ça foisonne un petit peu dans ce milieu-là. Alors parlons recrutement, parce que mettons de côté cette guerre en Ukraine qui est dramatique. Vous aviez déjà de grandes difficultés à recruter. Alors sur le bassin Île-de-France, si mon chiffre est bon, c'est 100 000. Il y a une pénurie de 100 000 personnes. Donc vous cherchez 100 000 collaborateurs. D'abord, comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui fait que votre secteur, métier difficile, métier peu attractif, comment vous l'expliquez ? Non, pas du tout. C'est qu'on est en surchauffe. On a réussi la reprise, on a réussi la relance. Et les 100 000, alors, je veux dire, en région parisienne... C'est pour répondre au carnet, quoi. Bien sûr, c'est une évaluation. En tout cas, ce que l'on a fait, c'est qu'on a embauché 70 000 personnes de plus, de salariés de plus, depuis 1 an et demi, depuis le Covid. Ce qui veut dire qu'on les a trouvés. Ça fait 4 ans qu'on forme des apprentis avec un taux d'augmentation à 2 chiffres, à plus de 10%, entre 10 et 16%. Ça a bien marché, les apprentis, là, dans le BTP et dans d'autres secteurs, d'ailleurs. Très bien marché. On a aussi, et ça, parce qu'on a travaillé, depuis un peu plus d'1 an, on a un référent BTP dans chaque agence Pôle emploi. Il fallait y penser. Ça ne coûte pas plus cher à Pôle emploi. Donc quelqu'un qui a des compétences, parce qu'il faut avoir quelques compétences quand même. Bien sûr. Et nous, on est d'accord. Et nous, on est prêt à le former. Savoir de quoi il parle, quoi. Dans tous les départements, on a des agences avec plusieurs salariés dans chaque département. On forme, on a des relations avec eux. On a pratiquement 10 000 personnes de plus qui sont rentrées dans le bâtiment.
pas que ça, on a fait aussi notre opération. Les 15 000 bâtisseurs, Oui. c'est aller chercher les jeunes et les moins jeunes dans les quartiers difficiles de la ville. Écoutez, on doit signer avec le gouvernement là, on avait dit 1 an et demi. Au bout d'1 an à peine, on est à 24 000. C'est pas nous qui le disons. C'est les chiffres de Pôle emploi, des missions locales, des GEC, etc., qui nous disent le bâtiment, vous avez embauché 24 000 personnes de plus qui viennent des quartiers prioritaires. Mais ça, parce qu'on se bouge. En allant les chercher. Parce qu'on se bouge. C'est pour ça que ça marche. Deux questions qui sont là vraiment liées à la campagne présidentielle, mais qui sont directement liées à la notion de recrutement et de salariés et de départ à la retraite. Commençons par la retraite. La retraite à 65 ans, puisque c'est une ligne qui a été fixée par le président Macron, lui-même candidat, repris d'ailleurs par d'autres candidats, d'autres sont sur la ligne des 60 ans. Quand on regarde certains métiers qui sont pour certains pénibles, on sait très bien qu'un salarié du BTP qui, sur les chantiers, ne peut pas travailler jusqu'à 65 ans. Comment on fait là ? Comment on propose à des collaborateurs, dans des équipes, de pouvoir les ventiler ? C'est compliqué pour une entreprise moyenne du BTP. Je veux dire, si la personne est plâtrier, maçon, carreleur, plaquiste, vous pouvez difficilement le remettre dans les bureaux sur ces 10 dernières années. C'est pas possible. Bien sûr, on sait que nos métiers sont physiques, sont de moins en moins difficiles. Aidés par des machines, bien sûr. Aidés par des machines. D'ailleurs, on accueille de plus en plus de femmes dans nos métiers, même si on n'est pas au niveau de la parité, et loin de là, mais on y travaille. Non, mais cette règle à 65 ans, vous dites, qu'est-ce que vous dites, vous, la FFB ? J'y reviens, vous voyez, les métiers difficiles et les métiers physiques. Il va falloir aménager, et ça a toujours été ça, que nos personnes qui ont des carrières longues et qui ont... un ouvrier, un technicien, il a commencé sa 15 ans, 16 ans en alternance sur chantier à 15 ans et demi, 16 ans. Donc il est totalement illogique qu'un gamin, une gamine comme ça qui a commencé à 15 ans et demi finisse à 65 ans, dans 50 ans après, dans ces métiers-là. Donc oui, il va falloir trouver des aménagements pour les carrières longues, qu'au bout de tant d'années, je ne me présente pas à la présidence... Ça, c'est l'information, Olivier Savon. C'est une info, ouais. D'accord. Mais voilà, mais qui puisse partir évidemment beaucoup plus tôt, mais que c'est un vrai que la retraite reste comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle soit mutualisée avec tous les autres secteurs, parce que le secteur simple du bâtiment ne pourrait pas payer, sauf à augmenter évidemment énormément les cotisations. C'est complexe. Des salariés et du côté patronal pour pouvoir partir un peu plus tôt. Donc c'est clair, je crois que tout le monde est en train de le proposer, le candidat Macron aussi, les autres candidats pareil, j'ai l'impression que c'est à peu près cette chose-là. Donc 65 ans pour les métiers où il est possible de travailler jusqu'à 65 ans, et pour votre secteur, pour certains métiers, il faut repenser on les reventile à travers une formation, ce serait quoi l'idée ? Alors, ça peut être aussi un entretien à mi-parcours ou vers la fin de parcours, mais en tout cas... Tu veux aller où ? Tu veux faire quoi ? C'est quoi ton... Voilà, mais en tout cas, qu'il y ait un médecin qui tranche. Donc ça, c'est aussi à voir. Nous, on a des médecins formidables qui sont spécialisés dans le BTP. On a des services interprofessionnels du travail, mais des spécialités au niveau du BTP. On a l'OPP-BTP aussi, qui est notre organisme de prévention. Et je pense en bonne intelligence, en voyant tout simplement, en faisant des analyses à nos salariés, on pourrait savoir à quel âge ils peuvent partir. Et nous, vous savez, à 60 ans, la plupart, ils auront déjà fait plus de 40 ans de carrière. Ils ont fait leurs fameuses annuités, puisqu'on est passé à 42 ou 43. C'est ça. Donc ces personnes ont le droit de souffler, parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui... Si elles le veulent. Vous savez, vous avez des métiers de techniciens qui sont physiques aussi, mais peut-être, et certains, s'ils veulent prolonger un petit peu, ils le pourront. Mais ça, c'est à discrétion du collaborateur qui peut prolonger s'il le souhaite. Un sujet, alors, vous avez quand même beaucoup de dossiers sur la table pour le nouveau président de la République. Il y a quelques sujets quand même qui l'attendent du côté du BTP. Un sujet sur le recrutement. Pénurie de recrutement parce que vous nous dites qu'il y a une surchauffe. On peine à recruter parce que c'est pas si simple d'aller chercher des collaborateurs. Vous dites quand même qu'il y a un peu d'hypocrisie autour des réfugiés. Alors je pense aux réfugiés ukrainiens, d'ailleurs dont on nous dit depuis aujourd'hui qu'il ne faut pas dire réfugiés puisque c'est un statut très particulier avec des papiers. Mais vous dites on pourrait peut-être accélérer les visas, permettre à des salariés qui sont sur nos chantiers, qui sont dans des visas provisoires, de faciliter quand même l'obtention de ces visas, parce que vous en avez besoin de ces collaborateurs d'origine étrangère ou étrangers d'ailleurs. Écoutez, il y a de l'hypocrisie sur le sujet. Bien sûr, je vous parlais tout à l'heure de l'opération 15 000 bâtisseurs. Sur les 24 000, il y a 1500 jeunes réfugiés en situation régulière qui ont obtenu un contrat. Bien sûr,
mais ça fait des millénaires que le bâtiment accueille des personnes. Les Italiens. Des réfugiés, comme on veut, mais bien sûr, on a tous des noms à consonance italienne, espagnole ou quoi. Beaucoup, Voilà, évidemment. Eh bien, c'est une fierté que le bâtiment ait pu intégrer toutes ces populations, toutes ces familles-là. Mais vous trouvez que le gouvernement ne va pas assez loin pour des raisons qui sont évidemment liées à des situations politiques, des tensions sur cette question parce qu'après tout, on pourrait ouvrir la vanne. C'est très très bien encadré au niveau européen. Je veux dire, la situation des travailleurs européens, le travail légal, il existe. Travailleurs dits détachés. Les travailleurs détachés, c'est pas un très beau mot, mais bon. Très moche, c'est vrai. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Mais voilà, en européen, on travaille. Tout le monde en est d'accord d'ailleurs. Mais ce que vous disent vos adhérents, c'est... Au niveau ukrainien, je suis allé en Ukraine il y a une petite dizaine d'années. Il y a des gens formidables. J'ai visité des chantiers formidables, des soudeurs hors pair, des gens, de bon niveau, de tout niveau. Et on en cherche des soudeurs. De tout niveau, de la maison individuelle, de la rénovation, mais aussi il y a là-bas, il y a des tours d'acier et de verre, donc une compétence, une expertise qui est validée. Mais bien sûr, si on peut les accueillir et s'ils veulent... alors aujourd'hui, on sait très bien que les hommes de plus de 18 ans sont bloqués dans leur pays. Clairement. Quelques hommes ont réussi à passer, mais très peu. Bien sûr. Et ensuite, vous avez des jeunes, 15, 16, 17 ans, jusqu'à 18 ans. Ces jeunes-là, peut-être qu'ils vont s'éclater dans un métier du bâtiment, mais aussi techniciens. Mais pourquoi pas ingénieurs? Pourquoi pas les intégrer aussi dans des écoles? Parce que, évidemment, les Ukrainiens, c'est les champions, vous savez, de l'informatique. Bien sûr. Avec l'intelligence hors pair. Bien sûr. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est la vérité. Donc, oui, bien sûr qu'on a besoin de compétences comme ça. Et je vous dis, si le marché du travail chez nous est bloqué, oui, les réfugiés, ou en tout cas les familles et les jeunes et moins jeunes qui arriveraient dans notre pays, nous sommes capables de les intégrer et avec grand plaisir. Et leur permettre de pouvoir accéder à un métier le jour où ils repartiront chez eux, parce que sans cynisme aucun, il va falloir reconstruire aussi. Exactement. Alors je ne parlerai pas de ça, mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Un jour ou l'autre, il faudra rebâtir. Aujourd'hui, quand on voit les images, c'est dramatique. Et un jour ou l'autre, eh bien, justement, ils reviendront retravailler chez eux pour rénover et reconstruire leur pays. Oui, en espérant que le peuple ukrainien ait résisté à la force russe. Un dernier mot avant de nous quitter, il est important, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on est aujourd'hui engagé sur la lutte contre le réchauffement climatique et évidemment tous les acteurs du bâtiment le sont. Ça a quand même posé quelques problèmes. Vous avez dit on a gagné 6 mois, on a réussi à se mettre d'accord parce que les règles qu'on vous imposait et la formation des collaborateurs, de ceux qui sont sur les chantiers, n'étaient pas toujours formés à former des bâtiments basse consommation parce qu'ils n'avaient pas les compétences. On en est où là? Est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce que votre secteur est en ligne pour dire on a les bons matériaux, on a les collaborateurs et on est prêt à proposer des bâtiments basse consommation qui permettent de moins consommer d'énergie? C'est pas que les salariés n'étaient pas formés à la basse consommation, parce que d'installer des briques avec une autre brique ou isolement extérieur 2 cm de plus, ça n'a rien à voir. C'est simplement si on veut construire plus en bois, eh bien si on construit un peu moins en béton et là, en acier, différent. Il faudra changer de métier. Mais ça, c'est à horizon 20 ans, 30 ans. On n'y est pas encore là. On n'y est pas encore, mais il faut se préparer dans la tête aussi. Bien qu'on fasse aujourd'hui du béton très basse consommation, du béton vert, etc. On voulait éradiquer le gaz, mais c'est autre chose sur l'énergie. Eh bien, on sait faire des méthaniseurs et du gaz beaucoup plus vert. Donc là-dessus, on va être prêt. Donc il reste une toute faible part. Il n'y a aucun souci. Le seul problème, c'est que quand on sort des lois, au lieu que ça reste dans les niveaux supérieurs des technos, il faut venir voir des gens comme nous, comme moi, des gens qui ont les pieds dans le ciment ou dans la poussière de chantier pour dire ça fonctionne, ça fonctionnera pas. Et ensuite, il faut faire le tour pour voir si nos concitoyens veulent être logés dans des logements collectifs ou s'ils préfèrent quelquefois des maisons individuelles. Ouais, là, vous soulevez un sujet, on n'a plus le temps, mais un vrai sujet de société, parce que globalement, on nous dit quand même que si on veut réduire notre empreinte, il faut construire en hauteur. Et la plupart des Français, des primo-accédants, comme on les appelle, veulent avoir un pavillon individuel. Ça va se compliquer, ça aussi. Bien sûr, mais la première des choses, c'est construire plus durable, avec des consommations quasiment à zéro. Et le marché des 30 prochaines années, tout le monde le sait, tous les candidats l'ont dit. Certains l'appellent la rénovation thermique, je l'appelle la rénovation ça fait 20 ans qu'on en parle, Olivier Saleron. Énergétique. Là, on met des milliards, on en a mis 2. Il en faudrait 3 fois plus. J'espère que ça va se faire. Mais en tout cas, c'est que pour nos concitoyens et un pouvoir d'achat qui augmente, c'est quoi? Simplement en baissant la facture énergétique
tout le monde l'a compris, tout le monde est chauffé à l'électricité, au bois, ça à l'électrique, va devenir très au problématique gaz, d'ailleurs. au fioul. Voilà. Ça remonte à la loi Duflot, vous vous rappelez, qui avait lancé un grand plan qui finalement n'a pas abouti. On va y arriver parce que là, il y a une prise de conscience collective. Les alertes sur la planète sont très fortes. Oui, le bâtiment va sauver la planète. Le bâtiment va, tout va, c'est ça, on termine comme ça. Exactement. Il va pas si bien, mais il va pas si mal. Et le bâtiment va entraîner le reste de l'économie. C'est un secteur, vous le disiez, qui compte et qui peut ramener plus de 10 points de PIB à notre économie. Vous avez quelques dossiers en souffrance, comme on dit, sur le bureau de Bruno Le Maire, j'imagine, puisque c'est lui qui traite ces dossiers avec vous. Olivier Saleron, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, président de la Fédération française du bâtiment, vous-même chef d'entreprise. Bien sûr, je suis le premier chauffagiste avant tout. C'est ça, vous êtes chauffagiste, oui. parce que dans quelle région? À Périgueux, en Périgord. Ouais, vous avez une petite pointe d'accent. Pas du tout. Non, pas du tout, pas d'accent. Merci Olivier Saleron, en tout cas, d'être venu nous rendre visite. Vous allez voir, à la rubrique suivante dans Fenêtre sur l'emploi, on parle de GRDF, du gaz, justement. GRDF qui recrute et on accueille notre invité tout de suite.